À la base, être freelance, c'est être libre. Donc effectivement, si on renie un petit peu cette liberté en se spécialisant dans un domaine qui soit paye mieux, soit a plus de demandes, c'est juste absurde. Parce qu'en fait, le but d'être freelance, c'est aussi de s'amuser, quoi. Et de se faire plaisir. Donc c'est quoi l'autre option? Si on se spécialise pas, comment on fait pour quand même développer notre activité, avoir une perception de valeur ajoutée et cette expertise dont tu parles, sans pour autant se spécialiser dans un domaine ou dans un support? Salut à toi et bienvenue sur la Freelance Hotline, l'émission où je réponds à toutes tes questions sur ta vie de freelance. Aujourd'hui, je suis accompagné de Benjamin Perrin. Merci Thomas. Et on va répondre à la question de je ne sais plus exactement qui, je suis désolé d'ailleurs d'écorcher ton nom, c'est Marilou. On répond à la question de Marilou, et la question de Marilou c'est est-ce qu'il faut forcément se spécialiser quand on est freelance? Et j'imagine que tu as vu, comme moi, il y a énormément de contenu en ce moment sur LinkedIn, sur Internet, sur à quel point c'est important de se spécialiser, il faut se spécialiser, il faut trouver sa niche, etc., etc. Et je sais que toi, c'est un sujet auquel tu réfléchis beaucoup. Du coup, je suis curieux d'avoir ton avis sur la question. Est-ce qu'il faut forcément se spécialiser et céder à cette injonction, entre guillemets? Alors, évidemment, oui et non. Je pense qu'effectivement, il faut être expert dans un domaine parce que, au final, ce qu'on vend, c'est une expertise. Okay. Donc, c'est assez logique d'avoir un domaine de prédilection. Mais moi, j'ai une approche qui est assez généraliste. Et en fait, il y a un article qui est génial sur le sujet de Farnham Street, qui est un site incroyable d'ailleurs. C'est à propos du spécialiste généralisé, qui en gros, c'est quelqu'un qui a une expertise dans un domaine, mais qui a des connaissances dans plein de domaines. Et en fait, le fait d'avoir toutes ces connaissances et conscience de toutes ces problématiques dans d'autres domaines lui permettent d'être plus... En fait, t'es forcément plus fort qu'un spécialisé, parce que de un, tu es un expert, mais de deux, tu as d'autres choses à apporter. Ouais, je trouve que c'est intéressant, parce qu'effectivement, moi, il y a un sujet que je trouve vraiment important, notamment dans nos métiers à nous de créatifs, c'est la polyvalence, entre guillemets. Ouais. Parce que moi, par exemple, mon métier, c'est de la stratégie de marque. Mais là où je tire vraiment mon épingle du jeu, et je fais une différence avec d'autres personnes qui font de la stratégie de marque, c'est que j'ai une fibre design assez forte. Je ne crée pas de design, mais j'ai une fibre design assez forte, ce qui fait que je suis capable de très très bien travailler avec des graphistes pour la continuité de mon métier qui est l'identité visuelle. Donc je suis capable de très bien les briefer, je sais leur parler, je comprends leur métier, je sais comment ça fonctionne, tout ce qu'ils font. Et du coup, ça c'est un vrai élément de différenciation pour moi, pour mes clients, et qui justifie d'autant plus ma spécialisation de stratège de marque, qui peut ensuite apporter les prochaines briques du puzzle, et je crée du contenu, donc je comprends la création de contenu. Enfin bref, comme tu dis, j'ai mon expertise que je vends, et derrière, il y a la traduction de ce que je vends sur plein de formats différents, en fait. Parce que je les comprends et je sais comment ils fonctionnent, et je le fais pour moi avec le podcast et tout ça. Du coup, je trouve que c'est un bon exemple de ce que tu dis là. Mais en plus, c'est hyper cohérent, parce qu'effectivement, quand on est sur du branding, de la marque, généralement, tu as deux aspects dans une publicité. C'est le copywriting et le design. Et effectivement, si tu me connais, quand tu es designer, c'est hyper utile de connaître 2-3 trucs en copywriting. Et quand tu es copywriter, c'est essentiel de connaître des choses en design, ne serait-ce que pour travailler avec l'autre, mais aussi parce que il y a tellement d'inspiration dans le design. C'est genre, pour moi, c'est indispensable. Et puis même, je pense que c'est important de penser un peu... au final, l'écriture, c'est de l'esthétique, le design aussi, c'est de l'esthétique, mais en même temps, les deux doivent répondre à des problèmes, doivent créer du sens, doivent envoyer un message. Et en fait, parfois, quand tu as un slogan qui te vient... tu peux t'imaginer un petit peu la typo sur laquelle tu le verrais bien, ou alors le genre de couleur avec lequel ce serait attribué. C'est hyper important. Il y avait une partie dans la question que posait Marilou pour cette freelance hotline qui était de dire, elle, une des raisons pour lesquelles elle s'est lancée en free, c'était justement pour travailler sur une diversité de missions, une diversité de trucs. Elle est designer, donc c'était sur du print, sur du web, sur des réseaux sociaux, enfin plein de différents supports.
Et elle a l'impression, je pense, et c'est ce que vois souvent chez les freelances avec qui j'ai cette discussion, que de se spécialiser, c'est devoir renoncer à une partie d'elle-même. Qu'est-ce que tu lui dirais face à cette réflexion-là, de se dire j'ai pas envie de renoncer à une partie de la raison pour laquelle je suis devenu free? Bah oui, c'est évident. Pour moi, effectivement, à la base, être freelance, c'est être libre. Donc effectivement, si on renie un petit peu cette liberté en se spécialisant dans un domaine qui soit paye mieux, soit a plus de demandes, c'est juste absurde. Parce qu'en fait, le but d'être freelance, c'est aussi de s'amuser, quoi. Et de se faire plaisir. Donc c'est quoi l'autre option? Si on se spécialise pas, comment on fait pour quand même développer notre activité, avoir une perception de valeur ajoutée et cette expertise dont tu parles, sans pour autant se spécialiser dans un domaine ou dans un support? Alors pour moi, une des bonnes façons d'échapper un peu à cette spécialisation, c'est de diversifier, tout simplement. La diversification à la fois de sa palette de compétences, de ses sources de revenus, et le fait de créer un produit, par exemple. Par exemple, quand tu es designer ou illustrateur ou quoi que ce soit, si tu crées par exemple un cours qui est lié à ton approche, ça va être, de 1, tu vas t'ouvrir à un autre domaine qui est celui de la formation, de 2, tu vas montrer ton approche, d'ailleurs ton approche spécialisée. Et valoriser ton expertise aussi. Voilà. Ok, intéressant. Et du coup, tu vas aussi diversifier tes sources de revenus. Et en fait, c'est tout un cercle vertueux. Ouais. Donc je pense que la diversification, c'est une des solutions c'est une façon de développer une approche généraliste. Et même, on parle souvent d'approche holistique, généralement, qui est un mot qui était assez cliché avant, mais je pense que c'est vraiment de plus en plus pris en compte. C'est une notion 360 et elle est assez importante, et notamment par rapport à tout ce mouvement émergent qui est celui de la passion economy. Donc le fait de mettre l'individu et non une compétence au centre de son offre. Et ça change tout. Ouais, c'est clair. Je trouve que cette réflexion-là, elle est hyper importante. C'est pour Marilou ou toute autre personne qui se dit j'ai pas envie de me spécialiser, la réflexion c'est de se dire comment faire en sorte que les clients viennent pas pour ta spécialité, mais pour toi en tant que personne. C'est ça. C'est-à-dire que, il y a du contenu sur ça, et je crois que c'est Gary Vee qui en parlait dans une vidéo que je regardais, où il dit ta niche, c'est toi la personne. Ta spécialisation, c'est toi la personne, parce que de toute façon, tu es complètement unique et spécialisé, parce que personne peut être meilleur toi que toi. Et c'est un truc que je défends souvent dans mes contenus aussi. Et je trouve que du coup, cette réflexion, c'est effectivement ça, c'est de dire, je suis un individu, qu'est-ce que je peux créer, qu'est-ce que je peux montrer, comment je peux communiquer pour que mes clients viennent me chercher moi comme individu, au-delà de mes compétences. Non, bien sûr, mais de toute façon, c'est la différence fondamentale entre ce qu'on appelle la gig et la talent economy. Donc la gig economy, effectivement, c'est une offre qui est vraiment standardisée où le prix, on n'a pas trop de pouvoir sur le prix parce que tout le monde fait la même chose. Alors que dans la talent economy, c'est une offre très personnalisée et sur laquelle on a totalement la main sur le prix, vu qu'on ne vend pas une illustration lambda, on vend une illustration par Marilou, par exemple. On ne vend pas un podcast lambda à une entreprise, par exemple. On vend un podcast de Thomas. Moi, si je crée une newsletter pour une entreprise, ce ne sera pas une newsletter lambda, ce sera une newsletter de Benjamin. Et en fait, c'est ça ce que tu vends. C'est pas juste un nombre de mots, un nombre de minutes. Donc il faut faire un truc autour de pourquoi est-ce qu'on devrait te choisir toi en tant que personne par rapport à quelqu'un d'autre. Et surtout choisir un prix adéquat. C'est ça aussi l'importance de savoir se pricer, de reconnaître sa valeur et surtout de ne pas se soumettre à la valeur que d'autres personnes vont t'assigner. Il y a un autre truc que je trouve hyper intéressant sur ce sujet et que moi je défends beaucoup aussi sur ce sujet de se spécialiser, c'est que pour moi se spécialiser dans une niche, sur un secteur, sur une expertise donnée, c'est assez figé dans le sens où tu te coinces tu te mets dans un endroit, quoi. Moi je préfère dire qu'en gros la spécialisation pour moi c'est se spécialiser dans une transformation que tu apportes à tes clients. Qu'en gros tu dis tes clients idéaux ils sont dans un endroit A, ils veulent aller à un endroit B et tu te positionnes comme le véhicule qui leur permet de passer de A à B, et ta spécialisation c'est cette transformation là qui peut être du coup, qui peut faire appel à plein de compétences en soi, tu vois. Ça peut être je prends des gens qui sont en train de créer un projet, qui sont perdus, qui savent pas comment s'y prendre et qui ont aucune méthode.
à le développer et à faire de leur projet quelque chose qui réussit dans les 3 ans. Pour ça, tu peux faire appel à plein de compétences et être ultra généraliste, mais tu es spécialiste de cette transformation de 0 à 3 ans et la réussite. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Je suis entièrement d'accord avec toi. En fait, le problème quand tu te spécialises dans une compétence, c'est que de 1, tu peux devenir obsolète, et de 2, tu peux être copié. Et en fait, je crois que c'est Naval Ravikant qui dit ça. C'est-à-dire qu'il dit ça en gros avec, je crois que c'était son projet Spearhead, qui est en gros une sorte d'accélérateur d'angel investor. C'est que ce qu'il dit, c'est vous pouvez me copier, mais d'ici le temps que vous êtes au point où j'en suis, moi je serai déjà loin. Donc en fait, c'est totalement ça la démarche. C'est-à-dire que les gens vont... Alors à moins effectivement... Snapchat, effectivement, pour le coup, s'est fait copier. Et, mais bon, ils sont fait copier par quelqu'un qui était déjà très très fort. C'est clair. Donc là, pour le coup, c'est vraiment pas de chance. Mais quand on est freelance, c'est quand même, on a quand même moins de chances, moins de probabilité de tomber de se faire copier par Facebook, par exemple. Et du coup, effectivement, là où tu as raison, c'est que au final, ce qu'il faut développer, c'est aussi des soft skills. C'est d'apprendre à apprendre, de lire, de rencontrer des gens, de bien dormir, de savoir aussi diversifier ses centres d'intérêt, découvrir de nouvelles choses. Tout ça, tu le mets au service de ton activité aussi. En fait, je pense que pour vraiment répondre à cette question, il faut revenir à la base de pourquoi est-ce qu'on dit aux gens de se spécialiser, d'être un expert et de prendre une niche. La raison pour laquelle je pense qu'on dit ça, c'est que notre clientèle, ce qu'elle cherche, c'est de la réassurance, de la confiance, que la personne à qui elle s'adresse est la mieux placée pour nous aider sur une situation donnée. Et c'est pour ça que j'aime bien cette réflexion de la transformation, c'est que tous nos clients, peu importe ce qu'ils nous disent, ce qu'ils cherchent, c'est d'arriver à une destination qu'ils convoitent, qui peut être créer du meilleur contenu, qui peut être générer plus de prospects, peu importe. Mais derrière ce truc très fonctionnel, il y a aussi plein d'émotions. Ça peut être fier de mon projet, réussir à me sentir bien quand je suis sur scène et que je prends la parole devant des gens en keynote. Il y a plein d'aspects émotionnels. Et quand on comprend tout ça, là, on peut se dire, ok, comment est-ce que moi, en tant que personne, je me positionne comme la meilleure personne à qui s'adresser pour telle chose. Ouais, non, je suis assez d'accord. Il y a un exemple que je trouve pas mal pour ça, c'est le cas du mentoring. C'est-à-dire que le fait d'avoir des mentors, ça sert à rien de chercher le meilleur mentor dans sa spécialité. Si vous voulez que ce soit votre mentor, il y a juste à le lire en fait. Et ça deviendra une sorte de mentor. Mais l'importance pour moi d'une relation de mentoré à mentor, c'est le fait déjà de bien s'entendre avec cette personne. Ouais, grave, la relation humaine que tu as. On peut très bien, effectivement, avoir un mentor qui est un expert dans un sujet, mais juste, quand on le voit, on n'est pas à l'aise pour parler, on passe pas un bon moment, et au final, on ne trouve pas très sympathique. Ça rejoint une phrase que j'adore qui dit « Il y a un nombre très limité de messages, mais une infinité de messagers, et on est tous le messager de quelqu'un. » Oui. Ce qui fait que du coup, effectivement, la spécialisation, c'est de se dire je veux être spécialiste d'un message et me focaliser sur le message, alors que pour moi, comme tu dis là, c'est le rapport humain qui prime. Et il ne faut pas oublier que nos clients sont aussi des humains qui veulent avoir des rapports humains avec les gens avec qui ils travaillent et créer ce lien-là en fonction de nos valeurs et tout, ça change bien sûr. Mais de se dire comment est-ce que je deviens le meilleur messager pour mes clients et que en gros le message, ce soit seulement la corrélation qui vient derrière le messager, quoi. Ouais, je suis assez d'accord et je pense que pour en revenir à ce dont je parlais tout à l'heure avec le spécialiste généralisé, c'est que alors la thèse en fait de Farnham Street derrière ça, c'est comment devenir un maître, tu vois, comme De Vinci, ou alors je crois qu'il y avait Kepler et l'autre c'était Aristote. C'est qu'effectivement c'est des gens qui avaient une spécialisation mais qui sont allés dans plein de domaines. Comme la philosophie, l'architecture, la construction, la science, et même aujourd'hui, sans vouloir prétendre devenir un Aristote ou quelque chose comme ça, on a tout intérêt à s'inspirer d'autres penseurs, d'autres démarches, et ça va vraiment aider, quoi. Ouais, c'est et clair. même on s'en rend pas compte, mais même
la musique qu'on écoute, les films qu'on regarde. Ouais, ça a une influence sur comment on travaille. Voilà. Et je pense que encore une fois, tout à l'heure, on était en train de dire que ce que le client paye, c'est pas un service lambda, mais un service de nous. Ouais. Bah, effectivement, il y a une des chances qu'on a en freelance, c'est que c'est un des rares métiers où on est payé pour donner notre avis. Ouais. Il y a pas mal de métiers où ils n'ont pas cette chance. Hein. C'est vrai, ça. Et du coup, il faut en profiter de ça. Parce que c'est pour ça aussi qu'on est payé. Ouais. Et du coup, si on a un avis qui est hyper formaté, hyper spécialisé et tout, on est facilement copiable, on est facilement obsolète. Du coup, comme j'aime bien aussi apporter des clés de passage à l'action pour les gens qui regardent ce format-là, pour Marie-Lou, c'est quoi la première action qu'on pourrait lui donner à faire pour qu'elle se mette, genre elle éteigne la vidéo et elle commence à travailler, pour que justement elle aille à l'encontre de, je veux pas forcément être spécialisé comme ça, mais peut-être spécialiste généralisé. C'est quoi la première action qu'on pourrait lui dire de faire pour qu'elle commence à bosser sur le sujet? Alors, moi je pense que la première action que je conseille souvent à des personnes qui se posent des questions sur leur orientation, leur positionnement, leur stratégie, c'est la méthode de l'ikigai, qui est en gros voilà, les 3 cercles. L'ikigai, c'est le mot japonais qui représente l'intersection de 3 cercles. Donc les 3 cercles, c'est ce que j'aime faire. Le deuxième, c'est ce à quoi je suis bon. Et le troisième, c'est ce que je veux apporter au monde. Et alors, je trouve que trouver un peu son ikigai, c'est une façon de trouver un domaine dans lequel on sera épanoui et dans lequel on va être bon et voilà, qu'on va vraiment aider les autres. Et alors, j'ai envie de dire un truc, c'est attention avec l'ikigai. Je pense qu'il y a certaines interprétations un peu trop terre à terre de l'ikigai qui vont dire qu'il faut absolument que ce que je fais, mon métier, soit vraiment à l'intersection des 3. Pour moi, c'est faux. Oui, je suis d'accord. Dans le sens où ton métier peut être à l'intersection de 2 choses. Et après, tu peux avoir un projet qui va aller chercher le 3e cercle, ou alors un hobby, ou alors le fait de rencontrer des gens, une certaine pratique, un sport. Parce que effectivement, ce que je voulais rajouter avec l'ikigai, c'est que souvent il y a un 4e cercle que j'aime bien rajouter, qui est ce pourquoi tu peux être payé. Oui. Ce qui fait la différence, surtout pour nous en freelance, où on se dit, tu vois, il y a des freelances qui voudraient, les gens qui les inspirent, c'est des assos, c'est des artistes qui ont peut-être moins d'argent, mais pour mieux servir ces gens-là, qui ne peuvent pas forcément te payer, c'est important d'avoir une autre source de revenus aussi, qui permet de créer un cercle vertueux où tu rentres de l'argent, plus tu te mets au service, plus tu rentres de l'argent, plus tu te mets au service. Du coup, je trouve c'est intéressant de rajouter cette brique, de me dire qu'est-ce que j'aime, où je suis bon, où je sers les gens que j'ai vraiment envie de servir et j'apporte cette valeur-là à eux et au monde, et où je peux me faire payer, et trouver des points complémentaires, comme tu dis, c'est pas ton métier qui doit être la rencontre des 4 et être plein au centre, mais que tout ce que tu fais dans ta vie te permet de trouver cet équilibrage entre ces 4, quoi. Oui, en fait, c'est toi qui dois être au centre. C'est ça. Ouais. Et après, tous tes activités vont dans certaines directions et tout. Okay. Et je pense qu'il y a un conseil que beaucoup de gens disent et qui est faux, et il y a pas mal de gens qui considèrent que c'est faux. C'est le fait de suivre sa passion. Pour moi, c'est faux aussi. Suivre sa passion et en faire son métier, non, c'est un conseil qui est donné par des gens qui sont déjà riches. Ça, c'est quelque chose que Scott Galloway dit, qui est pour moi un de mes créateurs de contenu préférés. C'est un professeur à l'université Stern de New York, professeur de branding d'ailleurs, ça peut t'intéresser. Ah, trop bien. Oui, je vais regarder. Et tout ça pour dire que je sais plus où j'en étais. Ne pas suivre sa passion. Ouais, ne pas suivre sa passion, ça c'est un contre-conseil, on va dire. Ouais. Et alors je sais pas un autre truc que pourrait faire. Je pense que c'est déjà un super exo, c'est poser ces 4 cercles, essayer de voir comment est-ce qu'elle peut se positionner au centre en tant que personne et que sa spécialité c'est elle, quoi. C'est elle la personne et c'est pas ses compétences. Je trouve que c'est déjà c'est énorme et j'espère que Marie-Lou ça va t'aider. On arrive de toute façon à la fin de ça. Pour ceux qui apprécient ce format, qui ont aussi des questions sur le freelancing, dans la description, juste en dessous de la vidéo, vous trouverez un lien vers un questionnaire que vous pouvez remplir. Vous pouvez poser la question à la Freelance Hotline et je me ferai un grand plaisir d'y répondre dans un épisode futur. Peut-être avec Benjamin de nouveau s'il veut se reprêter au jeu, pourquoi pas, ou alors avec un autre invité. Mais en tout cas, je réponds à toutes vos questions sur le freelancing dans ce format. J'espère que ça t'a plu, Marie-Lou, que ça t'a apporté des solutions et je vous dis à très vite sur la Freelance Hotline. Ciao! Salut! Si tu as envie de progresser dans ton activité de freelance, ne pars pas tout de suite.
Juste dans la description, tu vas pouvoir t'inscrire à mes mails privés, ma newsletter, bref, du contenu que j'envoie tous les jeudis. C'est du contenu exclusif pour les freelances, pour les indépendants qui veulent développer leur activité, progresser, être plus alignés avec qui ils sont pour avoir une activité qui soit réellement au service de la vie qu'ils veulent vivre. Tous les jeudis, j'envoie ce mail avec du contenu exclusif, des choses qui vont vraiment t'aider à avancer, à progresser, à avoir plus de clients, à avoir des plus belles missions, celles qui te correspondent vraiment. Il y a d'ailleurs des cadeaux dans le tout premier mail que tu vas recevoir. Donc vas-y, c'est dans la description, on se retrouve là-bas. J'ai hâte d'avancer avec toi et de continuer d'avancer sur le chemin du freelance avec toi. Ciao, à bientôt.